si vous voulez avoir accès à ce champ pétrolier au large de la Guinée équatoriale, si la Guinée équatoriale elle veut vous mettre une clause d'arbitrage WADA, faut savoir est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de faire cet arbitrage plutôt qu'un autre pour avoir accès au champ pétrolier. Donc, je m'appelle Romain Dupéré, je suis avocat au barreau de Paris et de New York depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis associé au cabinet DWF à Paris. C'est un cabinet anglais qui s'est installé à Paris il y a 5 ans à peu près, que j'ai rejoint assez rapidement pour y développer une pratique organisée autour d'un triple A, l'arbitrage, l'assurance et l'Afrique. Donc une affaire assez typique de notre activité, c'est notamment une affaire qui nous concerne en ce moment où il y a un litige sur la possession d'une mine d'or en Afrique centrale. Et donc on a engagé un arbitrage pour savoir qui était le propriétaire in fine de cette mine d'or. Donc nos clients, ce sont à la fois des industriels qui investissent en Afrique, c'est aussi des fonds d'investissement qui font des investissements dans beaucoup de secteurs sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest, en matière médicale par exemple, de distribution, voilà. Donc c'est un cabinet qui se veut très innovant sur la matière d'approcher le droit. Et voilà, donc le bureau de Paris est vraiment le hub sur l'Afrique. Et c'est vrai que moi j'ai eu un intérêt particulier pour ce domaine. Donc je suis depuis récemment membre du bureau du comité français d'arbitrage et j'ai été précédemment membre du groupe de travail sur l'arbitrage WADA du comité français de l'arbitrage. Alors, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais tout petit non plus, mais c'est venu assez naturellement et assez vite au cours de mes études. Moi, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence parce que je suis aixois. Et dans le cadre de mon cursus, il y avait déjà une sensibilisation au droit WADA. Alors, c'était une sensibilisation, mais assez vite, finalement, quand j'ai commencé à exercer, j'ai eu affaire au droit au WADA de manière professionnelle parce qu'il y a des clients qui nous ont sollicités, c'est notamment des fonds d'investissement qui avaient investi, qui dans une banque en Mauritanie, qui dans des centres hospitaliers en Côte d'Ivoire. Et tous ces dossiers-là étaient soumis en large part au droit WADA. Donc ça a été notamment le droit WADA sur les sociétés commerciales, sur les procédures collectives, et puis évidemment sur le droit d'arbitrage. C'est vrai que c'est un système qui est très original, qui ne connaît pas d'équivalent nulle part ailleurs. Qui est très différent, notamment ce qu'on voit en matière d'Union européenne, parce que ça réglemente tout le droit des affaires quasiment dans 17 États qui sont très différents, parce qu'il y a beaucoup d'États francophones, mais il y a aussi des États dans lesquels la langue est l'espagnol. Ça va des Comores au Sénégal, de petits pays comme la Guinée-Bissau jusqu'à la République démocratique du Congo, où il y a près de 70 millions d'habitants. Donc c'est ça qui est assez fascinant avec le système WADA. Alors, quelles sont les originalités du système d'arbitrage WADA ? Ce qui est assez original, c'est que déjà, il se base sur une multiplicité d'instruments, en fait, sur une trilogie. En fait, l'arbitrage WADA, il trouve son fondement dans le traité fondateur de l'OADA, le traité de Port-Louis de 1993, qui déjà, lui, de manière très importante, il consacre la création de la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan. Et donc cette cour, elle est très originale parce qu'elle a une fonction de cour de justice, comme l'indique son nom, mais aussi une fonction en matière de réglementation, de supervision des arbitrages. Et ça aussi, c'est unique au monde qu'un même corps ait à la fois ses fonctions de juridictionnelles et arbitragistes, si je puis dire. Le traité de Port-Louis contient aussi un titre qui contient lui-même quelques articles sur ce que va être l'arbitrage institutionnel de l'OADA. Et en fait, ce qui est assez intéressant et parfois compliqué à comprendre, c'est que l'arbitrage WADA, c'est à la fois un droit uniforme de l'arbitrage dans les 17 États membres, comme ça peut être le cas du droit français de l'arbitrage qu'on trouve dans le Code de procédure civile, mais c'est aussi un règlement d'arbitrage institutionnel sous l'égide de la Cour commune de justice et d'arbitrage, comme peut l'être le règlement de la CCI, de la London Court of International Arbitration. Donc il y a vraiment ces deux niveaux très différents, une loi et un règlement d'arbitrage, qui ont été consacrés dans le cadre de l'OADA. Alors en fait, oui, si on revient sur ces différents instruments, si on commence par évoquer le droit uniforme de l'arbitrage OADA. Donc ça, vous savez, l'OADA, c'est fait d'un traité fondateur et ensuite d'actes uniformes qui viennent réglementer certaines matières du droit. Comme je vous disais, il y a l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, il y a celui sur la comptabilité et il y a celui sur l'arbitrage. En réalité, c'était même un des premiers actes uniformes qui a été adopté en 1999, donc 6 ans après le traité lui-même. Et donc ça, c'est le droit commun
de l'arbitrage de tous ces États membres. Donc ce droit, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un droit qui est très intéressant parce qu'il est très moderne. Et il était très moderne déjà en 1999 et il l'est toujours parce qu'il a été réformé en 2017 pour s'assurer qu'il est toujours, si vous voulez, en phase avec le développement des pratiques de l'arbitrage. Donc qu'est-ce qui est moderne dans ce droit? C'est déjà qu'il consacre les grands principes du droit international de l'arbitrage. Donc il va consacrer des choses qui sont évidentes mais qu'il faut dire dans une loi d'arbitrage. Par exemple, l'autonomie de la clause d'arbitrage par rapport au contrat. C'est-à-dire que si le contrat est nul, la clause lui survit. C'est aussi la consécration du principe de compétence-compétence, dans ses aspects positifs et négatifs. C'est-à-dire que si un tribunal, dans un des 17 États OHADA, est saisi alors qu'une clause d'arbitrage est stipulée dans le contrat, il doit se déclarer incompétent. Pourquoi? Parce que c'est le tribunal arbitral qui a la compétence exclusive pour se prononcer sur sa propre compétence. Donc voilà, donc l'arbitrage OHADA. La loi sur l'arbitrage OHADA, c'est la consécration de ces grands principes. Alors comme je vous le disais, c'est un droit qui a fait l'objet d'une réforme en 2017, à peu près 20 ans après avoir été adopté. Comme beaucoup de droits, le droit français c'était en 2011, le droit OHADA c'était donc en 2017. Pourquoi c'était important de faire cette réforme? C'est pour donner beaucoup de lisibilité au droit OHADA. Parce que notamment la pratique, parce qu'il faut bien comprendre que c'est le droit des 17 pays, mais c'est un droit qui est appliqué par les cours de ces pays-là. C'est-à-dire que c'est une fois le tribunal de première instance de Yaoundé, une autre fois le tribunal de Lomé qui vont appliquer le droit OHADA, l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage. Et parfois la pratique n'était pas aussi vertueuse que le texte. Donc c'est pour ça que c'était important de reprendre le texte, notamment pour imposer beaucoup de délais aux juridictions nationales pour qu'elles viennent, quand elles ont à intervenir dans un arbitrage, qu'elles le fassent de manière rapide et diligente. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, je vais en prendre un ou deux, mais par exemple, quand les parties à un arbitrage, par exemple soumis à la CACI, le centre d'arbitrage de Côte d'Ivoire, ont un souci dans la désignation d'un arbitre, ils peuvent aller saisir le juge ivoirien, et qui a un délai de 15 jours pour nommer l'arbitre. S'il y a un problème de récusation d'un des arbitres, qu'on conteste son indépendance ou son impartialité, le tribunal local, encore une fois, ça peut être à Kolwezi comme ça peut être à Niamey, il a 30 jours pour se prononcer sur la récusation. Donc c'est des délais qui sont extrêmement courts. Et c'est ce qui fait une des originalités du droit de l'arbitrage OHADA. Maintenant qu'on a évoqué le droit uniforme de l'OHADA, on peut évoquer le règlement. Donc le règlement, encore une fois, c'est très différent par nature, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va réglementer la procédure d'arbitrage beaucoup plus en détail. Donc le règlement d'arbitrage CCJA, il est moderne et il est original. Pourquoi il est moderne? C'est qu'il va s'inspirer des grands systèmes d'arbitrage, notamment de la CCI par exemple, même si malheureusement il y a certaines choses qu'il n'a pas reprises. Par exemple, pour ce qui est de... Alors, pour vous donner une idée, c'est un arbitrage auquel il est relativement fréquemment fait recours, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'entre 2000, l'adoption de ce règlement, et 2000 et le 31 mai 2018, il y a eu 120 affaires, ce qui est relativement modeste. Parce que dans le même temps, la CCI a atteint 27 000 affaires traitées, alors sur une beaucoup plus longue période, mais elle traite beaucoup plus d'affaires que le centre d'arbitrage de la CCJA. Donc il est moderne dans le sens où il organise une supervision de l'arbitrage par la CCJA. Il y a des choses qu'il ne prévoit pas, et c'est un peu dommage, c'est que par exemple, il ne prévoit pas de procédure d'arbitrage accélérée ou de mécanismes d'arbitrage d'urgence, qui sont pourtant maintenant extrêmement répandus dans beaucoup d'autres règlements d'arbitrage. Comme c'est le cas par exemple du règlement de la CCI, mais aussi de certains centres africains d'arbitrage, qui ne relèvent pas de l'OHADA, à commencer par le Kigali International Arbitration Center, qui est un centre qui est extrêmement dynamique, et qui lui prévoit dans ses règles des mécanismes d'arbitrage accélérés. Alors il y a une chose dont on a beaucoup entendu parler concernant le règlement d'arbitrage de l'OHADA, c'est le rôle de la CCJA. Parce que ce rôle, il est hybride, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire que la CCJA, elle va être amenée à intervenir au long de la procédure d'arbitrage. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que, par exemple, quand elle doit désigner un arbitre, elle va proposer des noms aux parties, c'est assez original, c'est-à-dire qu'elle va proposer 3 noms aux parties, et c'est aux parties de dire si elles sont d'accord, et parfois même elles peuvent refuser, récuser
la désignation d'un arbitre. C'est aussi la CCJA qui va appeler les fonds, les rémunérations des arbitres et les frais d'arbitrage, qui va se prononcer sur la récusation, et qui va, et c'est très important aussi, il va revoir le projet de sentence. Et ça, c'est quelque chose qui se rapproche aussi de ce que peut faire la CCI, même si les modalités sont un peu différentes. Mais la Cour, et maintenant a un délai d'1 mois pour le faire, va revoir le projet de sentence. Et ce qui est un peu particulier et parfois problématique, c'est que c'est ce même corps qui va aussi devoir statuer sur les éventuelles demandes recours en annulation de la sentence, dans le cadre desquelles, en fait, on va souvent critiquer la façon dont la procédure a été conduite. Par exemple, un des cas d'annulation, c'est quand le tribunal n'a pas été valablement constitué, par exemple parce qu'un arbitre n'aurait pas été suffisamment indépendant ou impartial. Mais bien sûr, si la CCJA, en tant qu'organe d'arbitrage, a rejeté un recours en récusation, il est très peu probable qu'elle se dédise et qu'elle dise, dans le cas du recours en annulation, qu'il y a eu un problème de constitution du tribunal arbitral. Donc ça, c'est une particularité. Alors l'avantage, c'est que vous avez un one-stop shop. Vous avez une institution d'un bout à l'autre de la procédure arbitrale. L'inconvénient, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts qui se font jour de manière assez évidente. La question de la réforme structurelle a été posée lors de la réforme de 2017, adoptée à Conakry en novembre 2017, mais n'a pas été retenue. Les États ont estimé que c'était trop compliqué de changer ça. Donc ils ont fait d'autres modifications du règlement, mais ils n'ont pas changé cette question assez centrale du rôle hybride et certains diront un peu confus de la CCJA dans la conduite de cet arbitrage. Vous savez, l'adage dit « tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage ». Vous avez un très bon arbitre, vous avez des chances d'avoir un arbitrage efficace qui va répondre à vos attentes d'utilisateurs. Si vous avez un mauvais arbitre, vous risquez d'avoir un arbitrage long, avec sans doute une sentence mal motivée, sujette à recours. Donc le choix de l'arbitre est extrêmement important. Alors il faut savoir que dans le cas de l'OHADA, il y a une liste des arbitres OHADA, mais qui n'est qu'indicative. C'est-à-dire que les parties, elles sont totalement libres de choisir sur cette liste, comme en dehors de cette liste. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas choisir des arbitres en fonction de son instinct. Il faut faire, je pense, des checklists. C'est-à-dire, dans cette affaire, j'ai besoin d'un arbitre, déjà, qui soit disponible, qui connaisse le droit applicable au litige. Par exemple, si c'est du droit des sociétés, il va falloir quand même que ce soit quelqu'un qui ait une certaine expérience dans ce domaine, qui connaisse idéalement le pays dans lequel ça se passe, parce que le contexte économique et politique n'est pas du tout le même, si vous voulez, au Bénin que ça peut l'être au Congo-Brazzaville, par exemple, et qui connaissent l'industrie dans laquelle ça se passe. Les usages en matière de distribution ne sont pas les mêmes qu'en matière minière, par exemple. Donc on va essayer comme ça de filtrer un peu les praticiens pour se dire, bah, tiens, dans ce dossier, c'est telle personne qui sera la plus indiquée. Mais ça peut très bien être un Européen, un Asiatique, un Africain. Il n'y a pas du tout d'exigence quant à la nationalité de l'arbitre. Alors, donc, comme je vous disais, des affaires soumises au règlement OHADA, il y en a eu à peu près 150 maintenant. Il y en a beaucoup plus qui sont soumis à d'autres règlements en Afrique qui relèvent de la loi OHADA sur l'arbitrage. Il y a 2 affaires qui me viennent en tête. Il y a l'affaire Jetma. Alors l'affaire Jetma, beaucoup la connaissent déjà parce qu'elle avait fait beaucoup parler d'elle à l'époque. C'était une affaire contre l'État de Guinée, dans laquelle un investisseur avait engagé un arbitrage. Et en fait, cette affaire, elle porte sur la question de la rémunération des arbitres dans l'arbitrage OHADA. Pourquoi cette question est délicate? C'est que dans l'arbitrage, dans le règlement, vous avez un barème qui prévoit la rémunération des arbitres et de l'institution d'arbitrage. Et ce barème, il est parfois critiqué parce qu'il prévoit une rémunération relativement modeste des arbitres par rapport à d'autres systèmes, par exemple dans l'arbitrage CCI. Et là, il y a des arbitres qui étaient des très grands noms de l'arbitrage international, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez payés au regard des montants en jeu et de la complexité de l'affaire, donc ils s'étaient mis directement d'accord avec les parties, pour recevoir plus que ne le prévoyait le barème. Or, la Cour commune de justice et d'arbitrage a estimé que ils avaient failli à leur mission et ils ont annulé la sentence rendue contre l'État de Guinée. Alors c'est vrai que ça avait beaucoup fait parler, notamment parce qu'on estimait que du coup, un des États parties à l'OHADA avait pu peser et échapper à une sentence qui lui était défavorable par ce mécanisme-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que surtout ça a eu une suite et que dans le cadre de la révision de 2017, on a tenu compte de cette affaire pour réviser le règlement OHADA.
qui prévoit maintenant que les arbitres ne peuvent pas directement demander aux parties de déroger au barème, ce qui peut se comprendre parce que sinon on commence à avoir un marchandage entre les parties et les arbitres qui est franchement malsain. En revanche, ils peuvent le demander avec l'accord de la Cour, l'approbation de la Cour elle-même. Et ce que prévoit le règlement aussi, c'est que tout accord qui n'aurait pas l'approbation de la Cour est nul, c'est-à-dire que les arbitres ne pourraient pas faire exécuter une décision qui dérogerait au barème, mais que ça n'affecterait pas la validité de la sentence. Donc il y a un équilibre assez subtil et assez approprié, me semble-t-il, qui a été trouvé. Alors oui, il y a une deuxième affaire qui est intéressante, parce que je vous dis, il y a un des sujets, c'est quelle est la relation entre la CCJA et les États membres qui la constituent. Et il y a notamment une inquiétude des investisseurs qui est de se dire qu'ils vont sans doute avoir du mal à faire exécuter une sentence contre un État partie à la CCJA. Et ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, il y a un track record, pour le dire en anglais, assez long d'États qui ont été condamnés par des sentences arbitrales et des sentences qu'ils ont voulu attaquer devant la CCJA et qui a confirmé ces sentences arbitrales. C'est en particulier le cas d'une affaire Bénin de contrôle contre l'État du Bénin. Alors cette affaire, elle est très intéressante, elle remonte à 2014. Et elle est très intéressante parce que dans cette affaire-là, les arbitres, ils avaient condamné l'État du Bénin, qui avait résilié assez brutalement un contrat qui portait sur en fait, des prestations douanières, si on peut dire. Et en fait, ils avaient condamné l'État du Bénin à plus de 140 milliards de francs CFA. Alors ça ne me dit peut-être pas grand-chose, mais ça fait plus de 200 millions d'euros, ce qui est vraiment considérable pour un État comme le Bénin. Je crois que c'était plus de 10% du budget annuel national, donc c'était vraiment très important. Et au-delà de ça, ils avaient condamné le Bénin à payer du dommage moral à l'investisseur, ce qui est assez peu fréquent aussi. Et ils avaient aussi enjoint à l'État de reprendre l'exécution du contrat. C'était vraiment une condamnation extrêmement sévère à l'égard de l'État qui a attaqué la sentence devant la CCJA, qui a rejeté ce recours. Et je pense que ça a été un signal très très fort pour dire que même quand la sentence est extrêmement sévère contre un des États parties, à moins qu'il y ait des arguments forts pour demander l'annulation, on exécutera la sentence, même si elle enjoint un État de reprendre l'exécution d'un contrat dans un domaine qui relève quand même de prérogatives régaliennes. Donc voilà, JETMA et Bénin de contrôle sont vraiment deux affaires parmi d'autres qui me viennent à l'esprit. Ouais. Alors, pour répondre un peu à l'inverse, je ne me souviens pas d'affaires banales en matière d'OHADA. Je crois qu'elles sont toutes assez originales. Il y en a une qui était particulièrement originale, dans laquelle j'étais le conseil d'un investisseur qui avait fait un arbitrage OHADA. Et pour une raison qui m'est inconnue, la Cour, en tant qu'organe d'arbitrage, avait décidé de fixer le siège de l'arbitrage à Paris. Et c'est vrai que c'était assez surprenant comme décision parce qu'en fait, tout le système OHADA est fait pour, si vous voulez, se concentrer sur lui-même, d'être un tout qui se suffit à lui-même. Et c'est vrai qu'en mettant le siège de l'arbitrage à Paris, ça a créé un élément d'extranéité très fort, des très fortes interférences avec l'application de tout ce système. Et en fait, du coup, c'est vrai que mon client avait perdu dans le cadre de l'arbitrage et il avait fait un recours devant la CCJA à Abidjan, estimant que c'était un arbitrage OHADA, que c'était la voie naturelle de recours. Il avait perdu, et puis plusieurs années après, la partie adverse a voulu exécuter à Paris, et on a pu réintroduire un recours en annulation parce que le siège était à Paris. Donc finalement, il y a eu deux possibilités d'exercer un recours en annulation, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est une erreur que la Cour ne commettra plus, et l'idée même de l'arbitrage OHADA, c'est que ça ait son siège dans un État OHADA, sinon ça crée vraiment beaucoup trop de problèmes. Ouais. Alors, c'est vrai que l'arbitrage, c'est un marché qui est totalement libre. Donc au moment de conclure leur clause d'arbitrage, les parties, elles sont totalement libres de choisir la CCI, le Kigali International Arbitration Center, le Casablanca Arbitration Center, ou celui qu'elles souhaitent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que le système soit concurrentiel. Je pense qu'à moyen terme, on ne pourra pas faire d'économie de la réforme structurelle de la CCJA. Parce que cette idée qui pouvait paraître bonne ne peut pas perdurer d'un même corps qui est à la fois institution d'arbitrage et organe de contrôle. Ça ne peut pas perdurer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de l'arbitrage, il y a un 10e acte uniforme qui a été adopté en 2017, qui est un acte uniforme sur la médiation. Et c'est vrai que ça manquerait cruellement dans les 17 États parties d'avoir un droit moderne de la médiation. Donc ça vient ajouter à la panoplie des modes alternatifs de règlement des litiges. Donc c'est très intéressant.
Alors, au-delà de l'arbitrage OHADA et du droit OHADA, il y a une chose qui est importante, c'est quelles sont aussi quelle est la nature de cet espace d'arbitrage. Et c'est vrai que quasiment tous les 17 États dont je vous ai parlé sont aussi membres de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ce qui est une excellente chose, et de la Convention de Washington de 1965 sur le règlement des différends relatifs aux investissements. Donc c'est vrai qu'on a quand même tout un terrain qui est favorable à l'arbitrage, tant sur le plan du droit interne au OHADA que des traités. Malheureusement, il y a des exceptions, notamment la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale qui ne sont pas membres d'aucun de ces deux traités. Et par exemple le Congo, qui n'est toujours pas membre de la Convention de New York, ce qui est un petit peu dommage. Alors il faut savoir une chose très importante, c'est que malgré tout, en 2018, la réforme a étendu l'arbitrabilité, la possibilité de faire un arbitrage aux États et à tous les contrats, notamment administratifs, avec des organismes publics. Donc maintenant, il y a une arbitrabilité beaucoup plus claire de l'ensemble de ces contrats, ce qui est important en Afrique où les États et institutions publiques ont un rôle vraiment extrêmement important dans l'activité économique. Donc c'est un droit qui est extrêmement singulier, moderne et lisible à bien des égards, notamment parce qu'il ne distingue pas, comme le droit français, le droit interne de l'arbitrage et le droit international. Donc vous avez un corps unique de règles, ce qui est beaucoup plus lisible, parce qu'en droit français, vous avez des renvois d'un corps à l'autre de texte, et c'est extrêmement complexe. Il est singulier, moderne et lisible, mais il est perfectible. Donc il y a des États dans lesquels vous avez des juridictions administratives. Ce qui est maintenant établi, c'est qu'en revanche, tous les organismes publics peuvent avoir recours à l'arbitrage. Ce qui n'était pas évident, parce que parfois on leur interdisait, si vous voulez, dans la tradition même française, un organisme public qui relevait du tribunal administratif, il n'avait pas le droit de recourir à l'arbitrage. Et maintenant, dans tout l'espace OHADA, il est très clair que les États peuvent avoir recours à l'arbitrage, et il est même prévu que les États ne peuvent pas se prévaloir de leurs droits internes pour tenter d'échapper à cette règle. Et il y a une affaire, Commercial Bank contre Guinée équatoriale, dans laquelle la Guinée a dit « Oui, mais non, mais moi, selon mon droit interne, je n'ai pas le droit de soumettre ces questions-là à l'arbitrage. » Et la Cour de justice, la CCJA, lui a dit que ce n'était pas un argument recevable et qu'une fois qu'elle avait signé une clause d'arbitrage, il fallait s'y soumettre. Parfois, on fait application du droit au OHADA dans des arbitrages qui ne sont pas OHADA. Et si vous voulez, pour vous donner un exemple, deux exemples concrets, par exemple, moi je suis intervenu, comme beaucoup d'autres conseils, je dois dire, dans un arbitrage entre un investisseur belge et l'État du Cameroun. Donc c'était un arbitrage CCI avec son siège à Paris, et dans le cadre duquel il y avait énormément de questions d'application du droit OHADA sur les sociétés commerciales. Et plus récemment, il y a eu une autre affaire SGS contre le Bénin à nouveau, dans le cadre duquel c'était un arbitrage CCI. Alors si ma mémoire est bonne, le siège était à Ouagadougou. Mais donc c'était un arbitrage CCI, mais le droit applicable était le droit OHADA. Donc, voilà. Et donc là, ça relevait du droit de l'acte uniforme. Donc vous voyez, c'était un arbitrage CCI, donc le règlement applicable était le règlement de la CCI, mais le droit de la procédure arbitrale était l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des sentences qui ont été rendues, annulées par la CCJA, mais que la Cour d'appel de Paris, au mois de janvier, a accepté d'exécuter en France, selon une règle du droit français qui veut que l'annulation au siège de l'arbitrage n'emporte pas ipso facto l'interdiction de faire exécuter en France si les griefs ne font pas partie des moyens d'annulation à Paris. Alors dans le texte, oui. Dans la pratique, il faut que ça suive. Parce que dans le texte, la Cour a un mois maintenant pour revoir les projets de sentence. Je ne suis pas sûr qu'en pratique, elle respecte systématiquement ce délai qui n'est pas sanctionné. Si vous voulez. C'est un peu le problème des délais, c'est qu'il y en a certains qui sont sanctionnés, mais pas d'autres. Une des originalités, par exemple, c'est que quand il y a un recours en annulation qui est exercé au siège de l'arbitrage, imaginons à Niamey, si le tribunal de Niamey ne statue pas sur le recours en annulation dans les 3 mois, la partie peut directement le porter devant la CCJA. Donc ça c'est bien, c'est qu'il y a une sorte d'échappatoire qui est prévue quand les tribunaux locaux ne sont pas assez réactifs. En revanche, il n'y a pas vraiment d'échappatoire si la CCJA ne statue pas dans les 6 mois, comme ça lui est demandé. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que pour l'exéquature, qui est quand même extrêmement importante,
Les tribunaux locaux ont 15 jours pour statuer sur requête, c'est-à-dire pas un procès en exéquatur. S'il y a une partie qui va apporter la sentence et demander l'exéquatur, si elle ne statue pas dans les 15 jours, l'exéquatur est considérée comme accordée, ce qui est extrêmement important. Et c'est un point technique, mais je le mentionne aussi, c'est que dans le cas du règlement d'arbitrage OHADA, vous pouvez demander l'exéquatur directement à la CCJA. Et ça, c'est très original, c'est que vous allez avoir une exéquatur communautaire, c'est-à-dire que la CCJA va poser la formule exécutoire qui va être valable, encore une fois, de Pointe-Noire jusqu'à Sali, au Sénégal. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous avez une exéquatur communautaire qui est commune à l'ensemble de ces pays. C'est 15 jours ou ça reste un mois? Alors ça, j'avoue que pour ce qui est de l'exéquatur du règlement, selon le règlement, je ne saurais plus vous dire. Mais bon, je ne pense pas que ce soit ce qui dysfonctionne le plus. Ce qui est délicat, c'est quand les tribunaux locaux sont amenés à intervenir. C'est vrai que quand vous êtes le tribunal, encore une fois, ne serait-ce que de Kinshasa, quand vous avez la République démocratique du Congo contre tel investisseur, c'est pas toujours évident pour le juge local de donner tort à l'État. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait cette possibilité d'échappatoire devant une cour internationale, qui a fait la preuve de sa capacité à aller à l'encontre parfois de la volonté des États, ce qui est assez intéressant. L'arbitrage OHADA a beaucoup de qualités, comme je l'ai souligné. C'est vrai que la possibilité de faire un arbitrage CCI en Afrique, avec un siège en Afrique, me paraît rester intéressante. Parce que c'est vrai que la CCI est quand même un organe qui est extrêmement, si vous voulez, rodé, et très international, encore plus que peut l'être l'OHADA, parce qu'il y a vraiment des représentants de tous les continents, etc. Donc elle a vraiment, elle aussi, un track record qui fait qu'on peut qu'être sensible à la qualité de ses prestations. Il y a une chose qu'il faut signaler, c'est que la CCI, elle a fait aussi d'énormes efforts pour que les États africains soient mieux représentés dans ces instances. Vous savez, à la CCI, il y a une cour, et pendant très longtemps, il y a eu très peu de représentants africains au sein de cette cour. Et maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires CCI, je crois que c'est pas loin de 20% qui impliquent des parties africaines. Donc c'était pas normal que dans les organes décisionnels, il n'y ait pas une représentativité, donc ça a pas mal changé. Donc c'est vrai que l'arbitrage CCI avec le siège en Afrique, c'est-à-dire avec une possibilité de recours devant la CCJA, c'est une option. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est que comme c'est le cas en droit français, les parties peuvent renoncer au recours en annulation dans des conditions assez strictes dans le droit OHADA. Donc c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais vous pouvez très bien faire un arbitrage avec son siège, encore une fois, je ne sais pas, à Lomé, et renoncer au recours en annulation devant la CCJA, c'est-à-dire que vous n'aurez un débat sur l'exécution de la sentence que là où son exécution est recherchée. Parce que parfois, si vous avez une sentence contre l'État du Mali, vous n'allez pas forcément l'exécuter au Mali. Vous allez essayer de trouver les biens du Mali là où ils sont, peut-être bien en France. Et c'est plus intéressant d'avoir le débat sur l'exécution de la sentence en France que d'avoir une possibilité de recours en annulation au Mali où la sentence n'a pas vraiment vocation à vivre, si vous voulez. De toute façon, l'acte d'arbitrage, c'est systématiquement casuistique, et puis il y a aussi, si vous voulez, des considérations commerciales et de bargaining power. Si vous voulez avoir accès à ce champ pétrolier au large de la Guinée équatoriale, si la Guinée équatoriale elle veut vous mettre une clause d'arbitrage OHADA, faut savoir est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de faire cet arbitrage plutôt qu'un autre pour avoir accès aux champs pétroliers. C'est quand même c'est ça la particularité aussi des affaires en Afrique, c'est que vous ne pouvez pas les faire de manière interchangeable dans un pays ou un autre. Si vous voulez extraire du cuivre, il va bien falloir aller en RDC ou en Zambie, quoi. Donc voilà, ça dépend un peu quelle est la force de négociation des différentes parties et sur quel point elles vont vouloir, si vous voulez, s'engager. C'est un système qui est un peu daté, le système des listes. Parce que souvent, si vous voulez, en plus maintenant, le pool des arbitres a beaucoup changé. Si vous voulez, dans le temps, il y avait 10 arbitres qui avaient toutes les affaires. Maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé, je dirais. Donc, ça n'existe plus vraiment. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est que maintenant, par exemple, la CCI publie le nom des arbitres
sur son site internet. Donc vous pouvez voir un peu qui est actif à un moment donné. Et ce qui est intéressant aussi, notamment depuis la réforme de 2017, c'est qu'il est prévu que la CJA puisse publier les sentences de manière anonymisée. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant pour justement faire connaître ses activités et établir un corpus de jurisprudence. Alors à ma connaissance, elle ne le fait pas, ou du moins pas assez. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que la richesse d'une institution d'arbitrage, c'est quand même avant tout ses sentences. Donc la tendance, et c'est aussi le cas dans le droit WADA, c'est donc on a droit à 1 ou 3 arbitres. Historiquement, on a beaucoup eu recours à des tribunaux arbitraux de 3 arbitres. Ce qui est la règle dans l'arbitrage, le règlement d'arbitrage WADA, c'est que la Cour désigne un seul arbitre, sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'elle en désigne 3. Mais le principe, c'est d'avoir recours à un arbitre unique. Parce que forcément, ça a beaucoup de vertus, évidemment en termes de coûts, parce que chaque arbitre est rémunéré, et aussi en termes de délai, parce que c'est vrai que constituer un tribunal arbitral de 3 arbitres, c'est beaucoup plus long, pour des raisons évidentes, et puis ça multiplie les risques de récusation, etc. Et par exemple, dans l'arbitrage CCI, il y a maintenant des règles d'arbitrage accélérées, donc c'est des règles qui n'existent pas dans l'arbitrage WADA, et la règle dans l'arbitrage CCI, c'est que pour tous les litiges de moins de 3 millions de dollars, il n'y aura qu'un arbitre unique, même si la clause prévoit 3 arbitres, ce qui est assez original. Donc voilà, donc le principe maintenant est plutôt celui d'un arbitre unique, sauf quand c'est particulièrement complexe. Alors l'inconvénient de l'arbitre unique, c'est que on renonce à quand même un des principes importants de l'arbitrage, c'est que les parties participent à la constitution du tribunal arbitral. Là, c'est beaucoup plus indirect, même si, comme je vous le disais, dans le cas de l'arbitrage WADA, il y a ce système de liste, de short list que la Cour communique aux parties qui leur donne un peu quand même une implication. Alors ça, franchement, je ne pense pas que ça diffère fondamentalement d'autres arbitrages, parce que c'est vrai que c'est un peu l'avantage de l'arbitrage, c'est qu'on peut reprendre les pratiques dans un système comme dans un autre. Donc il y a la possibilité pour le tribunal de désigner des experts. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que ce sont les parties qui apportent une preuve expertale au tribunal arbitral. Alors soit sur des questions techniques, alors ça va être est-ce que oui, je sais pas, mon câble il était assez gros pour aller alimenter tel plan offshore, etc. Ou surtout sur les questions financières. Et donc l'affaire Bénin Contrôle est assez intéressante dans ce domaine, c'est que justement le tribunal a condamné l'État à des sommes très importantes sans avoir de preuves expertales. Et le Bénin a estimé qu'il avait manqué à sa mission en n'ayant pas recours à un expert pour le condamner à des sommes si importantes. Et la CCJA a estimé que c'était une prérogative, mais pas un devoir du tribunal arbitral, d'avoir recours à la preuve par expert. Mais bon, c'est vrai que dans un litige à plus de 200 millions d'euros, on imagine mal quand même aller se présenter devant le tribunal sans être baqué, sans avoir voilà, être corroboré par les dires d'un expert. Ouais. Le mot de la fin, c'est que voilà, l'arbitrage WADA, ça fait partie de la panoplie de règlement des litiges. C'est quand même un arbitrage qui vient de ce continent, donc qui emporte aussi toute l'histoire et les particularités. Donc c'est évidemment un système qu'il va falloir prendre en considération quand on va vouloir investir en Afrique. Et c'est de toute façon un système qu'on va devoir trouver à s'appliquer quand on investit en Afrique. Donc on n'est jamais trop informé sur l'arbitrage WADA et sur le droit WADA de manière générale.